Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce jeudi, nous évoquons d'abord la revue annuelle de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Le Conseil national de pilotage des politiques de développement s'est réuni sur les résultats de l'année. Quelle appréciation fait-on du bilan annuel? Différents acteurs interviennent tout à l'heure dans cette édition. Le Code des personnes et de la famille, revu, corrigé et épuré de certaines inégalités par les députés. Ils étaient en plénière ce jeudi. On retient d'ores et déjà que l'homme, l'époux, n'est plus seul chef de famille. La responsabilité incombe dorénavant également à la femme. Les précisions Arnaud qui durent dans un instant. Enfin, la présidentielle 2015 au Togo, ça se précise à la Commission électorale nationale indépendante. L'institution vient de créer 581 nouveaux centres de recensement de vote sur toute l'étendue du territoire. Une nécessité ou du luxe, ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, ce nouvel organigramme depuis hier pour la police nationale, dispositif approuvé par le chef de l'État. C'était hier donc au palais de la présidence de la République. Le nouveau schéma répond, Aimé Abalo, aux réalités de l'environnement et aux menaces actuelles. La refondation des forces de défense et de sécurité est en marche. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi au palais de la présidence de la République togolaise, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a donné son onction au nouveau projet de modernisation de la police que lui a soumis la haute hiérarchie du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vous tous, ici réunis, vous représentez l'ensemble des policiers et les autres fonctionnaires des services de sécurité. Et je me disais que cette façon de chanter notre hymne prend une résonance particulière aujourd'hui. Je pense que c'est le signe de la foi que nous avons en notre pays et notre pays qui doit faire face à des défis de notre temps, comme d'autres pays de la sous-région. Donc je veux voir votre volonté de vous engager sous la conduite de vos chefs légitimes dans la voie d'une réforme profonde qu'ils ont préparée depuis longtemps. Réforme qui vise à rendre plus opérationnelles les forces de sécurité dans un environnement de plus en plus miné par des menaces de tous ordres, braquage, banditisme, trafics illicites et criminalité transfrontalière. Les agents de police seront mieux redéployés sur l'ensemble du territoire pour assurer une meilleure protection civile en complémentarité avec la gendarmerie nationale. En approuvant cette réorganisation de la police nationale, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de jeter les bases d'une véritable nouvelle police, disciplinée, professionnelle et au service de nos concitoyens, qui saura faire face efficacement aux nouveaux défis sécuritaires de l'heure pour le bonheur de nos populations. Convaincu du bien fondé et de la justesse de ce choix, je voudrais vous assurer de l'adhésion totale et de l'engagement ferme de tous les fonctionnaires de police à mettre tout en œuvre pour travailler aux côtés des autres forces dans ce nouveau schéma de la refondation afin d'apporter une réponse beaucoup plus appropriée et adaptée à la menace sécuritaire dans notre pays. Le nouveau dispositif prévoit une répartition du territoire en 2 régions de police. La première couvre les régions maritimes et des plateaux. La seconde prend en compte les régions de la centrale, de la Kara et des savanes. 5 secteurs de police sont également créés. Ils sont calqués sur les 5 régions administratives du pays. De plus, de nouvelles unités opérationnelles sont envisagées. Le groupement d'intervention de la police nationale pour la lutte contre le grand banditisme et la conduite des opérations spéciales, les brigades anticriminalité, les brigades de recherche et d'intervention pour protéger les personnes et les biens, les compagnies républicaines d'intervention pour mieux coordonner la gestion de l'ordre public. Et pour les investigations et les affaires judiciaires, la police technique et scientifique sera elle aussi dotée de plus de moyens. On en vient maintenant au premier titre de cette édition, la revue annuelle conjointe de la mise en œuvre de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée de l'emploi
et de promotion de l'emploi. Quelle appréciation en font les différents acteurs? On verra cela tout à l'heure. Mais d'abord, l'exercice. Le Conseil national de pilotage des politiques de développement s'est en fait peu appesanti ce jeudi sur les résultats, le bilan annuel donc de la SCAP. Une rencontre présidée ce matin par le chef du gouvernement. Le compte rendu de Ziara Alpha avec Edem Soussoupou. Pour la revue annuelle conjointe de mise en œuvre de la SCAP 2013, toutes les catégories d'acteurs de développement sont présentes ou presque. Le Conseil national de pilotage des politiques de développement, présidé par le Premier ministre Célia Godia Oumezoulou, veut à travers cet exercice amener ses professionnels à tirer les enseignements du processus d'évaluation et à mutualiser leurs efforts pour corriger les manquements et mieux réussir les projets et programmes de développement. Les 12 mois d'activité ont été globalement satisfaisants et le processus suit son cours pour atteindre les objectifs que le chef de l'État a assignés à la SCAP qui couvre la période 2013-2017. Nous avons fait beaucoup de progrès dans les différents axes de la SCAP, notamment en ce qui concerne les secteurs porteurs de croissance, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, etc. Dans les infrastructures de soutien à la croissance, des résultats encourageants qui ont été enregistrés. Dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, la protection sociale, etc. La gouvernance, avec les progrès dans la mise en œuvre ou le début de la mise en œuvre des recommandations de la CEVGR, le renforcement des forces de sécurité. Dans l'axe 5 concernant le développement à la base, les progrès encourageants enregistrés ont été présentés. Mais vous avez également pu noter qu'il y a encore des défis importants à relever, notamment en ce qui concerne un financement plus adéquat des actions de la SCAP, un meilleur fonctionnement du dispositif institutionnel de pilotage du développement. Le Conseil national de pilotage apprécie à sa juste valeur la qualité des débats. Son président précise que chaque organe de ce dispositif a un rôle déterminant en termes d'analyse à effectuer et de résultats à produire. En effet, par le décret 2010-170 du 13 décembre 2010, le président de la République a institué un dispositif institutionnel de coordination, de suivi et d'évaluation des politiques de développement dans le but de mettre en place un cadre institutionnel efficient pour mieux coordonner la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des politiques de développement en général et de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi en particulier. Le Conseil national de pilotage des politiques de développement, qui regroupe les différentes catégories d'acteurs de développement, administration publique, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers, est l'organe de haut niveau du dispositif chargé de donner les orientations stratégiques nécessaires pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation efficace des politiques de développement. Le fait que tout ce dispositif soit placé sous notre tutelle traduit la volonté du gouvernement, non seulement d'être à l'avant-garde des orientations stratégiques pour le développement du pays, mais également d'être impliqué dans le dialogue avec tous les acteurs, afin d'assurer la reddition de comptes autour de l'action publique et d'opérer les ajustements éventuels nécessaires et de conduire avec efficacité la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement vers l'atteinte de ces objectifs. La présente revue annuelle conjointe de la SCAP ne vise pas à remettre en cause les résultats enregistrés. Cette phase est supposée être franchie avec des différentes étapes du processus de validation du rapport bilan. La revue offre plutôt l'occasion de tirer les enseignements des résultats enregistrés. Le but de notre dialogue ici étant d'échanger sur les problèmes majeurs qui entravent l'attente des résultats escomptés et de nous accorder sur les recommandations formulées pour leur solution. La stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP offre un cadre de développement à moyen terme pour réaliser la déclaration de politique générale du gouvernement et les objectifs du millénaire pour le développement. Elle veut aussi réaliser la vision des autorités togolaises à faire du Togo un pays émergent d'ici 15 à 20 ans.
Les appréciations à présent des différents acteurs, ils sont de la société civile, du secteur privé, ce sont aussi des partenaires techniques et financiers. On va les écouter, les avis divers, documents signés et d'Emsousoupo. Les acteurs non étatiques notent des performances encourageantes de la SCAP en 2013. On relève que la croissance est maintenue à un niveau honorable. Le secteur privé constate un faible niveau de financement du budget en référence aux indicateurs du programme d'action prioritaire de la SCAP. Ici, on souhaite la mise en œuvre effective du Code des investissements. Le secteur privé félicite les efforts qui se font pour améliorer le climat des affaires au Togo. Il s'engage à accompagner la politique de promotion de l'emploi élaborée et mise en œuvre par le gouvernement à travers plusieurs initiatives des jeunes. La société civile de son côté veut travailler à l'émergence d'une diplomatie non gouvernementale à travers son engagement pour la promotion de la tolérance, de la paix et de la redevabilité. Les partenaires techniques et financiers soutiennent la dynamique des politiques publiques du gouvernement et demandent beaucoup plus d'efforts pour la mise en œuvre et le suivi de la SCAP. Les partenaires du Togo ont voulu exprimer leur satisfaction pour la tenue de cette revue qui consacre, disons, la première année de mise en œuvre de la SCAP. Donc les partenaires techniques et financiers sont pleinement engagés dans la mise en œuvre de la SCAP comme ils l'ont été dans sa formulation. Donc une année de mise en œuvre, ce n'est qu'un début. Les partenaires ont voulu partager leur appréciation des résultats encourageants qui ont été atteints déjà au cours de cette première année, donner également un feedback sur les domaines où ils observent que des efforts soutenus doivent être faits. Ils ont également exprimé des engagements à poursuivre leurs appuis et leurs propres efforts pour que les objectifs de la SCAP soient réalisés. Non, ils suggèrent qu'en 2015, il y ait une revue de la SCAP. Le Premier ministre a laissé entendre que toutes les recommandations seront analysées et mises en exécution dans la mesure du possible afin de permettre à la SCAP d'atteindre ses objectifs. Je voudrais donc, à l'endroit des différents partenaires qui sont intervenus, dire que nous prenons entièrement note de ce qui a été dit. Et voilà pourquoi je dis que c'est un acte fondateur. Je crois qu'au niveau du gouvernement, nous n'avons pas tous bien compris le sens de ce conseil. Je le découvre personnellement ce matin à la lumière des observations qui sont faites en termes de fonctionnement du conseil, en termes d'organisation du conseil et en termes de réponse à un certain nombre d'engagements qui étaient pris par le gouvernement. Je pense que c'est sur ce point que nous devons rapidement dans les prochains jours travailler à l'occasion d'une communication que le ministre de la Planification devra faire en Conseil des ministres. Et sous le leadership du chef de l'État et donc sous ma coordination, que nous reprenons mieux le sens de ce conseil et les engagements, le travail qu'il y a à faire. Véritablement, il apparaît aujourd'hui que nous découvrons un peu ce conseil. D'abord, j'aurais pu insister sur la présence effective de l'ensemble des ministres. Je crois que cet aspect nous a échappé un peu, parce qu'on n'a pas bien compris la réalité du travail qu'il y a à faire. Deuxième chose, et je pense que c'est à l'endroit de l'ensemble du gouvernement, nous comprenons très bien ce qui se dit qu'aucun ministère ne réussira si ce n'est pas avec l'ensemble du gouvernement. Donc les ministres doivent se remettre en cause totalement par rapport à tout ce qui a été dit, pour qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure transversalité. Ça me paraît un élément important. Les actions développées de manière individuelle par ministère, sans avoir à l'esprit les relations qu'on devrait instaurer avec les autres ministères, et des incidences que les décisions de l'un ou l'autre des ministères peuvent avoir sur les autres, ces actions ne porteront aucun fruit s'ils ne sont pas mis dans un sens de coordination et de volonté commune d'avancer en faisant le point régulièrement de toutes les actions sous la responsabilité du Premier ministre. Et donc je prends toute ma part de ce côté-là et chacun des ministres devra le comprendre. Donc je voudrais remercier l'ensemble des partenaires pour leur intervention, leurs observations, et nous comprenons mieux le sens de ce que nous avons à faire. Nous prenons simplement l'engagement que ces choses seront examinées dans le détail et qu'il y aura un autre leadership pour la conduite de ce conseil avec les résultats qui devraient suivre. Parce qu'en réalité, le vrai problème, ce n'est pas notamment les points qui sont évoqués, de faire ceci, d'abord de comprendre que c'est une action commune. À partir de là, le suivi et l'organisation du travail permettront à chacun de contribuer à une réussite commune. Donc il ne me paraît pas opportun de reprendre les différents points qui ont été évoqués, mais de considérer que c'est un ensemble d'éléments qui fondent aujourd'hui ce Conseil national
qui doit être plus efficace, plus actif et plus objectif dans les résultats qu'il doit atteindre. De manière générale, il a été demandé d'orienter une grande partie du budget de l'État vers l'investissement, accélérer la mise en œuvre de la décentralisation ainsi que les recommandations de la CVJR. À signaler qu'à la primature, cet après-midi, le chef du gouvernement s'est entretenu avec des personnalités étrangères. Dr Benoît Calassin, premier, c'est lui le directeur régional de l'UNFPA Afrique de l'Ouest et du Centre. À la tête d'une délégation, il a notamment exprimé la satisfaction de son institution en ce qui concerne les efforts du Togo. Le ministre ghanéen des Transports sera ensuite reçu par le Premier ministre. Une visite de courtoisie, dira-t-il, à sa sortie d'audience. Je vous propose de les écouter tous au micro de Charlotte Moutini. Le Fonds de Nations Unies pour la population était en réunion régionale ici, dans un forum que nous appelons l'équipe de gestion donc de la région, où nous avons amené 23 représentants donc, de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Et l'idée ou le but de notre réunion à Lomé, au Togo, c'était de réfléchir ensemble sur des sujets d'intérêt commun, les défis de la région, les opportunités dans la région. Et en choisissant le Togo, c'était aussi pour rendre hommage et remercier le soutien que nous avons eu les dernières années en termes d'appui politique au plus haut sommet, le président de la République lors de la dernière Assemblée générale, le ministre de la Planification, le ministre de l'Action sociale. Donc c'est cet engagement sur l'agenda du Caire. Donc c'était pour le briefer pourquoi nous étions ici et puis pour dire merci pour les accompagnements politiques sur des questions d'avenir de la femme et des jeunes de l'Afrique et du Togo aussi. Nous sommes satisfaits de la collaboration, de la coopération et de l'appui que nous recevons du Togo. C'est par là que j'ai commencé, que le chef d'État lui-même se soit déplacé lors de l'Assemblée générale, de la session spéciale sur l'agenda du Caire pour venir délivrer un message fort en appui à notre agenda. Je pense qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de preuve plus parlant que celle-là. My President John Dramani Mahama, the President of the Republic of Ghana, has asked me to deliver a message to his brother, President, for the President of the Republic of Togo. Elle apporte les salutations du président de la République du Ghana au peuple togolais. Essentiellement, elle est venue pour délivrer un message au président de la République togolaise. Et par raison des courtoisies, elle est venue voir le Premier ministre. Également, elle a rendu une visite de courtoisie au ministre des Travaux publics. Togo et le Ghana, c'est presque le même peuple. Vous voyez qu'il y a toujours des partages, les va-et-vient entre les deux pays. Il y a qui fréquentent les hôpitaux chez nous au Ghana. Et alors la partition, la frontière, c'est juste le travail du colonisateur. Notre deuxième titre ce soir, le Code des personnes et de la famille. La copie a été revue à l'Assemblée nationale, revue, corrigée, épurée de certaines inégalités liées au genre et au droit successoral. C'était ce jeudi en plénière. On retiendra que l'homme n'est plus le seul chef de famille. La responsabilité incombe aussi désormais à la femme. Nancy Chana et Arnaud Kiliou. Les articles 99 et 100 du Code des personnes et de la famille révisés permettront aux époux d'assumer ensemble la responsabilité morale et matérielle du ménage et des enfants. Les articles 403, 404, 419 et 420 nouveaux traitent des droits successoraux. L'article 403 reconnaît en matière de succession la coutume du défunt et le droit moderne. Il précise que la coutume ne sera appliquée autant qu'elle est conforme aux droits humains. L'article 404 réécrit autorise que l'option de la coutume en matière de succession soit faite
par testament, soit par déclaration devant l'officier de l'État. Toujours dans cette rubrique, les articles 419 et 420 prennent également en compte des exemples féminins dans l'illustration des degrés de succession. En accordant un vote favorable à l'unanimité à ce texte, vous ne faites pas seulement la promotion de la femme, puisqu'il s'agit de la protection de la famille, premier noyau de la société. C'est donc une protection accrue que nous avons décidé ensemble, à travers ce texte, d'apporter à notre société. Le Code des personnes et de la famille révisé en 1980, 2006, 2012 et 2014 vise son actualisation et son dépouillement de toutes les formes de discrimination possibles à l'égard des femmes. Nous venons tous ensemble de poser un acte important pour le bien-être de nos familles. Cet acte propulse le Togo, notre pays, au rang des nations respectant leurs engagements internationaux, portant sur un certain nombre d'instruments juridiques relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme, en particulier, et ceux de la femme et de l'enfant. Un grand pas vient encore d'être fait vers l'égalité juridique parfaite entre l'homme et la femme, démontrant ainsi la volonté politique du gouvernement à faire des conjoints de véritables partenaires au sein du ménage. Je souhaite vivement que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement pour mettre à niveau tous ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent le présent code, les magistrats, les juges matrimoniaux, les officiers de police judiciaire, etc. Les modifications successives du Code des personnes et de la famille répondent à l'impératif d'égalité et d'équité genre prôné par l'État avec pour finalité la cohésion sociale. Voilà les députés qui se réunissent à nouveau en plénière demain, vendredi, 8e plénière de la deuxième session ordinaire de l'année, selon ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Sachez par ailleurs que les parlementaires restent mobilisés contre le trafic des personnes au Togo. Des parlementaires de la CEDEAO en l'occurrence. La cellule togolaise était en campagne de sensibilisation contre le phénomène au lycée d'Agoué. Le compte rendu de Robert Kwatogui avec Antoinette Romaovovo. Ils étaient nombreux à converger vers le terrain du lycée d'Agoué. Ces élèves ont répondu à l'appel des députés du Parlement de la CEDEAO, branche togolaise qui dénonce à travers ce rassemblement le trafic des personnes dans l'espace ouest africain. Tous ensemble contre le trafic des êtres humains, c'est le mot d'ordre de la sensibilisation organisée autour d'un match de football entre le lycée d'Agoué et la Grâce. Nous avons saisi cette opportunité pour parler aux jeunes des causes. Les causes, elles sont entre autres liées à la pauvreté, au suivisme, aux raisons socio-culturelles. Enjeu de cette rencontre avec les élèves, permettre à cette couche la plus ciblée de mieux cerner les contours du phénomène. La CEDEAO prône bien sûr la liberté de mouvement, mais cela n'implique pas la liberté de trafiquer les enfants, les femmes, les filles et les jeunes garçons. Et nous avons sensibilisé les élèves sur le fait que la scolarisation est un moyen de lutter contre ce phénomène. Nous avons rappelé que le Togo a adopté une loi contre le trafic des enfants. Le président du groupe parlementaire UNIR, membre du Parlement de la CEDEAO, Christophe Tchao, a insisté sur le rôle que doivent jouer les élèves au Togo dans cette lutte. Au Togo, ils sont 5 députés du Parlement de la CEDEAO, dont 3 de la mouvance présidentielle et 2 de l'opposition.
La suite est cette exhortation du Fonds monétaire international. Maintenir le cap, un thème en écho au deuxième rapport cette année de l'institution sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Appel émis devant les étudiants de la FASEG de l'Université de Lomé. But de l'exercice, partager avec ses étudiants les réalités économiques de la sous-région. Sonia Medipo, Carmen Madjiakapo. Les perspectives économiques en Afrique subsaharienne pour la deuxième moitié de cette année sont bonnes. La croissance est de 5% avec une progression vers les 5,8% attendue pour 2015 selon le deuxième rapport du Fonds monétaire international FMI qui indique également que le déficit budgétaire et de la balance de paiement courant par exemple sont plus bas au Togo qu'au Ghana. Les statistiques ont été partagées avec les étudiants de la FASEG de l'Université de Lomé. Il est légitime qu'un pays contracte des dettes pour des investissements productifs. Il est important dans ce contexte que ces fonds sont utilisés de façon efficace, productive, pour que les infrastructures et autres dépenses qu'on finance avec ces dettes rapportent quelque chose en termes de croissance. C'est avec la croissance que le pays pourra servir la dette. L'Afrique subsaharienne reste donc, selon ce rapport du FMI, la deuxième région la plus dynamique. Pour donc maintenir le cap, comme le recommande le Fonds monétaire international, il faudra renforcer la croissance en la rendant plus durable et plus inclusive. Pour les pays touchés par l'épidémie Ebola, il serait nécessaire de mettre en place des politiques spéciales avec un financement international accru. Les différents pays sont appelés à rééquilibrer leurs finances publiques là où les déficits des comptes macroéconomiques ont atteint leurs limites. Politique, direction tout d'abord la Côte d'Ivoire et cette candidature qui divise le FPI de Laurent Gbagbo est celle de son ancien Premier ministre et président sortant du parti. Afin Guessan veut rempiler à la présidence du parti et certains cadres positionnent Laurent Gbagbo toujours à la haie. Les clivages se dessinent donc au sein du parti. Et la bataille pour la présidence du FPI compte pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire au Togo. Elle est prévue pour 2015, l'année prochaine donc, et les choses se précisent déjà à la Commission électorale nationale indépendante. Elle vient de créer cette commission 581 nouveaux centres de recensement de vote. Pour quel intérêt? Nous posons la question. Des explications, Prudence Zinsou. Selon les dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante CENI, 581 nouveaux centres de recensement et de vote CRV s'ajoutent aux 3507 qui ont servi lors du recensement électoral pour les législatives de juillet 2013. La révision des listes électorales pour la présidentielle de 2015 se fera donc dans 4088 CRV opérationnels pour accueillir les électeurs. Ces nouveaux centres de recensement et de vote viennent répondre aux nouvelles exigences constatées dans les préfectures lors de la mission d'actualisation et de confirmation des CRV menée par les équipes de supervision de la CENI en juillet et août dernier à travers tout le pays. Il y a des nécessités nouvelles qui se créent et donc ces nécessités, il faut répondre aux doléances des populations. Il y a des zones que les anciens CRV ne couvraient pas, donc il faut les couvrir. Soit c'est parce qu'il y a un éloignement, c'est-à-dire que les populations sont éloignées des anciens CRV, donc il faut créer. Ou bien il y a des obstacles, par exemple il y a un fleuve, donc il faut créer un nouveau CRV pour que les populations n'aient plus à traverser le fleuve pour aller se faire recenser ou bien faire la révision des listes. La création de ces nouveaux CRV vise à les rapprocher des électeurs. Ces derniers auront davantage de facilités pour participer à la révision des listes électorales qui va débuter sous peu. Tous les électeurs doivent avoir les mêmes droits. Donc, nous faisons tout dans le possible de la CENI pour rapprocher les centres vers les populations. Nous allons procéder à une révision des listes électorales. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les anciens électeurs gardent leur carte. Mais ceux qui ont atteint 18 ans, juste après les derniers recensements, ou bien ceux qui n'ont pas pu se faire recenser en 2013, vont venir pour se faire recenser. Ceux aussi, par exemple, qui ont
égaré leur carte, ils ont perdu leur carte, ils peuvent revenir et on leur fera ce que nous appelons le duplicata. Ceux aussi qui, pour des raisons de déplacement, ne sont plus dans le CRV où ils étaient, auront à demander à ce qu'on les transfère dans leur nouveau lieu où ils doivent voter. Là, je profite de cette occasion pour appeler toute la population togolaise en âge de voter de pouvoir massivement se rendre dans les centres de recensement pour soit avoir sa carte ou bien pouvoir vérifier son nom. D'ores et déjà, tout le monde qui se sont inscrits en 2013 doit avoir sa carte à portée de la main. 4559 kits du recensement seront déployés dans tous les CRV. Ces centres sont répartis sur 3 zones géographiques prévues pour les opérations de révision des listes électorales. Et les médias, comme d'habitude, toujours auront un grand rôle à jouer. La HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, exige d'ailleurs un accès équitable des partis politiques, associations et syndicats aux médias d'État. Les responsables de ces médias viennent d'ailleurs de boucler une séance de formation sur le sujet. Lucassi, Antoinette Roman-Vavor. La session de formation axée sur l'arrêté numéro 002/HAC/14/2014 portant accès des partis politiques, des associations, des syndicats et des institutions de la République aux médias publics va désormais permettre aux responsables de ces médias de répartir le temps d'utilisation de ces organes officiels par tous les groupes sociopolitiques au Togo. Tous ces acteurs-là prendront en charge donc la mise en application effective. Que nous ferons un effort pour appliquer les dispositions de l'arrêté numéro 2. Au terme de cette formation organisée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et ses partenaires, le président de cette institution de régulation, Biose Kokutozoun, a invité les participants à mettre en œuvre le contenu de cet arrêté et les acquis de ces échanges pour relever le défi du professionnalisme des médias à travers la promotion du pluralisme, la diversité et l'accès équitable de tous les citoyens aux médias officiels. Il est 20h31, les sports comme chaque jeudi à cet instant. Claude Amand, bonsoir. Bonsoir, Gerson. Claude Amand, dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les éperviers reçoivent le Sili national de la Guinée samedi au stade de Kégué. Gerson, pour prétendre à une 9e participation à la phase finale de la CAN 2015, les éperviers deuxième du groupe E doivent impérativement gagner à domicile. Pour y parvenir, chaque compatriote doit jouer sa partition. Jean-Kofi Edeji nous en dit plus. Ils doivent remporter cette confrontation de la 5e journée et ils sont prêts à le faire. Face au Sili national de la Guinée-Conakry, les éperviers du Togo n'ont pas droit à l'erreur. La qualification passe impérativement par une victoire ce samedi, conjuguée à un match nul ou à une victoire des Black Stars du Ghana sur l'Ouganda. Fermer les yeux et gagner contre la Guinée ici et prier pour que le Ghana puisse faire du moins un match nul en Ouganda. Maintenant, si le Ghana arrive à faire encore l'effort et à gagner en Ouganda et que nous arrivons à gagner la Guinée ici samedi, ça veut dire que et le Ghana et le Togo sont déjà qualifiés. Maintenant, le reste c'est que mathématiquement il faut gagner ici et chercher à gagner à Tamale pour être quitte, pour prétendre même à la première place du groupe E. Conscient de l'enjeu de cette rencontre, tous les joueurs convoqués ont répondu à l'appel de Tchanlé Chakala et multiplient les séances d'entraînement. Malgré les dispositions techniques et surtout la cohésion dans le rang des éperviers, l'apport de tout le peuple s'avère nécessaire, comme le souligne si bien le Premier ministre Aoumé Zounou. Nous demandons au peuple togolais de se mobiliser derrière notre équipe, de laisser tomber nos petites récriminations pendant cette période au moins, pour que l'organisation se passe dans de bonnes conditions, que les joueurs soient accompagnés par un esprit positif et qu'ils soient totalement dans un esprit patriotique, accompagnés par le peuple togolais. Et nous espérons qu'effectivement ils se qualifieront aussi et que nous pourrons à la prochaine CAN retrouver une équipe beaucoup plus flambante qui nous emmène vers des cimes beaucoup plus élevées. Tous donc au stade de Kégué ce samedi pour pousser Adebayor et les siens à la victoire. Coup d'envoi de la rencontre, 15h.
Et Claude, pour suivre ce match Togo-Guinée, où devrions-nous acheter les tickets, les billets d'entrée au stade de Kégué? Gerson, voici donc les points de vente des tickets. Boutique Sergio Sport Tocoin Séminaire, boutique Sergio Sport Boulevard, Télésport Agoué, Sport FM Tocoin Habitat, station Shell Le Togo, station Shell Hydrocarbures Soted, station Shell Raffinerie, station Shell Clicamé, MRS Novici, MRS GTA, restaurant Nopegali VIP à côté de Media Plus Décon, restaurant Manchester United face Leader Price à Didogomé, bar le sportif L'Oméga et FTF Kégué. Merci beaucoup, Claude. Ce sera tout pour cette page des sports. Ce jeudi, on va poursuivre un dernier élément donc de ce journal. Comme chaque année, la journée mondiale du diabète, cela vous intéresse peut-être aussi, Claude, sera célébrée demain, 14 novembre, au Togo. Plusieurs activités marqueront cette journée, notamment le dépistage gratuit qui sera organisé tôt dans la matinée au CHU Sylvanus Olympio de Lomé dans la matinée. Une occasion donc de faire connaître le diabète sur population, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. De Douaré, Nathalie Panengui. Togo, une enquête réalisée en 2011 a révélé que 120 000 personnes sont diabétiques. Le mal persiste selon le corps médical et c'est pourquoi à l'occasion de la journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre prochain, un dépistage gratuit se fera à la clinique médicale du CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Quand on vous dose le taux de sucre, donc la glycémie dans le sang aujourd'hui, et on trouve que c'est monté, donc on ne conclut pas en même temps que il y a le diabète. On doit mesurer ça au moins 2 fois et dans des conditions particulières ou soit vous êtes à jeûne, c'est-à-dire que vous n'avez pas mangé depuis au moins 8 heures de temps et on trouve que la glycémie est supérieure à 1,26 g par litre. Là, on trouve que vous êtes diabétique. Ou bien, si vous avez déjà mangé, on fait la glycémie à au moins 2 reprises toujours. Et on trouve que c'est supérieur à 2 grammes par litre. Là, on peut dire que vous êtes diabétique. La vie saine et le diabète est donc le thème retenu pour cette journée. Un concept qui se justifie par le fait que le diabète est induit par le mode de vie tel que la sédentarité. Bien que le diabète soit une maladie non transmissible, le Togo en la matière dispose d'une politique de lutte. Manger moins gras, peu de sel, peu de sucre et faire des exercices physiques. 4 mesures à respecter pour se préserver du diabète. Avant de refermer cette édition qui déborde un tout petit peu toutes nos excuses, ce communiqué du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, chargé de l'industrie, qui invite donc toutes les sociétés industrielles opérant sur le territoire national et l'ensemble des opérateurs économiques, conformément à l'article 4 alinéa 7 de la loi cadre numéro 2009-016 du 16 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation de métrologie de l'environnement et de promotion de la qualité au Togo, a bien voulu apprendre les dispositions pour produire systématiquement un certificat de conformité et ou une attestation de conformité et ou une déclaration de conformité à compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, la délivrance des certificats d'origine sera assujettie à la présentation d'un certificat et d'une attestation de conformité pour chaque lot de produits à partir de la même date. Fin donc de cette édition, on se quitte sur les images du vote. Ce matin à l'Assemblée nationale, les députés ont modifié le code des personnes et de la famille. Plusieurs articles ont été revus, corrigés pour établir l'équité genre. L'homme, l'époux, n'est plus seul chef de famille. La femme assume aussi dorénavant la responsabilité. Nos programmes ce jeudi, la météo juste après ce journal, 21h, antenne aux femmes, Dorothée Tabiou, Ibrahima, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cambolé, au Togo, à Bourges, en France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.